Bonjour et bienvenue au Forum Radio J dont vous êtes l'invité. Gabriel Attal, bonjour. Depuis le déclenchement du 49.3 sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron est donc confronté aux répercussions politiques et sociales de sa décision. Motion de censure des oppositions demain à l'Assemblée, puis radicalisation de la contestation un peu partout en France. Alors le 49.3 est-il l'étincelle qui a mis le feu au pays? Le quinquennat d'Emmanuel Macron est-il définitivement entravé? Comment en tout cas peut-il rebondir pour sortir de l'impasse politique? Et puis, pour commencer, Gabriel Attal, au vu de ce qui se passe depuis jeudi, est-ce que vous ne dites pas que le choix du 49.3 a été une erreur, voire une faute? Non. J'ai lu qu'on avait jusqu'au bout hésité. En réalité, on a jusqu'au bout espéré que l'ensemble des députés LR seraient cohérents avec les convictions, je crois, qui sont les leurs, et puis surtout les engagements qu'ils ont pris devant les Français. Pour certains, il y a encore quelques mois, on a vu des députés qui, il y a quelques mois, appelaient personnellement à une réforme des retraites, reculant l'âge légal de départ, annoncer pour ce vote-là qu'ils voteraient contre. Donc tout ça, c'est à cause de LR, à cause d'Éric Ciotti, à cause d'Olivier Non, ce n'est Marleix? pas ce que j'ai dit. J'ai dit certains députés LR. Moi, je crois que Éric Ciotti, Olivier Marleix, Bruno Retailleau étaient parfaitement sincères quand ils ont annoncé que leur groupe soutiendrait cette réforme dans la mesure où c'est la réforme qu'ils souhaitaient, qu'ils appelaient de leur vœu. Et qu'ils appelaient de leur vœu pourquoi? Pour sauver notre système de retraite et nous donner la possibilité dans les années à venir de continuer à payer bientôt 20 millions de pensions chaque mois. Est-ce que ça veut dire que l'intérêt d'Emmanuel Macron, c'était d'aller au vote? En tout cas, notre souhait, c'était d'aller au vote, évidemment. On souhaitait aller au vote, on espérait pouvoir aller au vote. On a ces derniers mois beaucoup travaillé, y compris avec les forces politiques et notamment les LR, en retenant un certain nombre de propositions. Le texte qui a été soumis, qui est le texte issu de la CMP, est très différent du texte qui avait été proposé au départ. On a ajouté un certain nombre de mesures, y compris des mesures, je vous le dis, avec lesquelles j'étais en désaccord. Je vous donne un exemple, il y a une mesure qui a été proposée par les LR du Sénat, le CDI senior. J'ai eu l'occasion de dire que j'étais en désaccord avec cette mesure. Elle a été retravaillée, mais finalement, elle est dans le texte puisque c'est le compromis qui a été trouvé entre les députés et les sénateurs. Donc il y a eu ce travail qui a été fait, et donc je pense qu'on avait raison d'espérer qu'un vote puisse intervenir. Alors Emmanuel Macron a expliqué, c'était mercredi, le 15 mars en Conseil des ministres, le choix du 49.3 du fait, a-t-il dit, que les risques financiers et économiques étaient trop grands. Une explication qu'on a du mal à comprendre. Qu'est-ce que peut nous en dire le ministre des Comptes publics que vous êtes? Bon, d'abord, le premier enjeu de cette réforme, c'est d'être en mesure de continuer à payer les pensions de retraite. Je vous donne, je vais essayer de ne pas donner trop de chiffres pendant cette émission. Au début des années 2000, il y avait 12 millions de pensions à payer chaque mois. Dans les années à venir, il y aura 20 millions de pensions de retraite à payer chaque mois. Ça veut dire que le nombre de pensions de retraite à payer chaque mois a quasiment doublé sur une génération parce qu'on vit plus longtemps. Risque financier économique. Et donc vous êtes obligé, dans ce contexte-là, pour pouvoir continuer à payer chaque mois les retraites sans avoir à les baisser, vous êtes obligé de travailler plus longtemps ou alors d'augmenter les impôts. Nous, on a fait le choix de travailler plus longtemps. Donc le premier sujet, le premier enjeu de cette réforme, c'est d'être capable dans les années à venir de continuer à payer les pensions de retraite. Ensuite, si vous envoyez le message que la France ne peut pas prendre des mesures, des réformes à même de lui permettre de rembourser sa dette, d'honorer ses engagements financiers, la réalité c'est que vous vous exposez à une instabilité financière, à une augmentation des taux d'intérêt et donc potentiellement ensuite à des conséquences en cascade. Quand vous dites vous envoyez le message, c'est-à-dire à la Commission européenne et aux agences de notation? C'est pas ce que je dis. On est aujourd'hui la France, vous savez qu'on a des déficits, qu'on emprunte pour financer nos politiques publiques, y compris pour payer les retraites. On accumule donc une dette. Alors, dette, on précise les chiffres, 3 000 milliards d'euros de dette, c'est le montant de la dette. Et puis, les intérêts qu'on paye aux Français, qu'on paye aux banquiers, donc la charge de la dette, c'est 50 milliards d'euros cette année. Oui, et avec les taux d'intérêt qui remontent, vous savez qu'on a changé de monde. Il y a encore quelques mois ou quelques années, en tout cas, on empruntait à taux nul, voire à taux négatif. Aujourd'hui, les taux d'intérêt remontent, donc notre dette nous coûte de plus en plus cher. Si on n'est pas capable de montrer qu'on respecte la trajectoire qu'on a fixée pour réduire les déficits et pour, à partir de 2026, commencer à rembourser la dette, la réalité, c'est qu'on s'expose à une explosion des taux d'intérêt et à ce que la charge de la dette redevienne le premier poste budgétaire de l'État. Oui, parce que la charge de la dette, ça correspond, c'est 5 fois le budget annuel de la justice en France. Oui, bien sûr. Donc c'est un cercle vicieux. C'est très élevé, oui. Et moi, mon souhait, c'est la souveraineté de la France, c'est l'indépendance de notre pays.
On ne peut pas être indépendant et être souverain quand on accumule une dette et qu'on dépend à ce point d'investisseurs et de marchés financiers. Donc il faut se désendetter. Et donc je vous repose la question, est-ce que c'est pas l'objectif de cette réforme, c'était pas d'envoyer un signal aux agences de notation et à la Commission européenne? Encore une européenne? fois, il n'y a pas une question de signal. L'enjeu, c'est d'être en mesure de continuer à payer les pensions de retraite dans les années à venir sans avoir à les baisser. C'est ça le sujet. Maintenant, la réalité, c'est qu'on a aussi des déficits, une dette, que chaque année, le budget de l'État compense les déficits du système de retraite et que si on veut pouvoir continuer aussi à financer un certain nombre de priorités sur l'éducation, sur la santé, sur la justice, sur la sécurité, il faut qu'on soit capable de réduire nos déficits et de maîtriser nos finances. Au passage, est-ce que les inquiétudes autour du Crédit Suisse font planer une menace de crise bancaire en France? Il y a des annonces qui ont été faites par le gouvernement suisse qui sont rassurantes et qui rassurent, je crois. On attend de voir les annonces suivantes. Ce qui est certain, et Bruno Le Maire l'a dit, c'est qu'on a un système bancaire en France, et je crois d'ailleurs en Europe, qui est extrêmement robuste, avec des règles qui ont été considérablement renforcées après la crise. On a vu ce qui s'est passé quand même sur les 2008. places boursières par rapport aux banques. Hein. Oui, bien sûr. On voit qu'il y a des turbulences liées à ce qui s'est passé d'abord aux États-Unis et ensuite avec Crédit Suisse. Mais globalement, on a quand même des banques qui sont robustes. Pas de risque, vous êtes sûr? Pas de risque. Qui disposent de liquidités importantes, qui respectent des règles prudentielles extrêmement importantes pour être capables d'encaisser des chocs comme ça peut arriver sur les marchés. Partons des constats que vous venez de faire. On peut quand même se demander en quoi la réforme des retraites change-t-elle quelque chose à la situation? Autrement dit, est-ce que les marchés auraient fait payer la France si le texte avait été retoqué le 16 mars? Non, mais ce texte, encore une fois, cette réforme des retraites, on ne la fait pas pour les marchés. On l'a fait pour les Français et pour les futurs retraités, et les retraités actuels d'ailleurs. Moi, je rappelle qu'avec ce texte, dans 6 mois, vous avez près de 2 millions de retraités qui vont voir leur retraite augmenter jusqu'à 100 € par mois. Moi, je rappelle qu'avec ce texte, on a pris des mesures importantes sur les carrières longues, sur la pénibilité. Et on fait cette réforme... Et pourtant, les Français ne le comprennent pas. On fait cette réforme pour être capable de continuer à payer les pensions dans les années à venir. Il y a un malaise autour de cette réforme, c'est une évidence. Et pourquoi il y a ce malaise? C'est un problème de communication de la part du gouvernement? De mauvaises explications? Non, je pense que la question de travailler plus longtemps crée des doutes chez un certain nombre de Français. Et je pense que notre responsabilité, c'est aussi de l'entendre, et c'est aussi de proposer des mesures sur le sens du travail, sur l'organisation du travail. Je vous donne un exemple. Dans mon ministère, dans les administrations que je dirige, j'ai souhaité expérimenter la semaine de 4 jours. Non pas les 32 heures, comme le proposent certains, mais faites vos 35 heures sur 4 jours. Alors on dit que ça ne fonctionne pas, par exemple, dans les Hauts-de-France, je crois que... Alors il y a plusieurs expérimentations. L'expérimentation n'a pas fonctionné. Il y a plusieurs expérimentations qui ont été lancées. Aux URSSAF de Picardie, je pense que c'est à ça que vous faites référence. Il y a quelques agents qui se sont portés volontaires. Mais 4, c'est ça? Oui, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, on a également lancé une expérimentation. On a plusieurs dizaines d'agents qui se sont portés volontaires. Et je m'apprête surtout à lancer l'expérimentation à la Direction générale des finances publiques. Là, vous avez 100 000 agents. Donc... Mais le sens d'une expérimentation, c'est de regarder si la solution fonctionne, si vous avez des Français qui sont intéressés, et puis ensuite d'en tirer les conséquences pour généraliser. Mais en tout cas, je pense que le fait de s'interroger sur l'organisation du travail aujourd'hui, sur les flexibilités supplémentaires qu'on peut donner aux salariés, sur l'organisation de leur temps de travail, je pense que c'est aussi à même de répondre aux attentes des Français. Alors, les motions de censure donc, qui vont être présentées demain, c'est de la LIOT et celle du Rassemblement national. Est-ce qu'il y a des... Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conséquence en cas d'adoption de, ces motions de censure? Je me situe pas dans cette perspective-là. Vous pensez qu'elles seront rejetées l'une et l'autre? Il y a une conséquence institutionnelle qu'on connaît, qui est dans la Constitution. Si la motion de censure est adoptée, le gouvernement tombe. Mais moi, évidemment, je ne souhaite pas, mais je ne crois pas qu'une motion de censure pourra être adoptée. Pourquoi? Parce que ce serait ajouter du chaos au chaos et que je n'imagine pas qu'une majorité de députés souhaite aller dans ce sens. Et parce que c'est quoi la majorité alternative ou le projet alternatif pour les retraites? Alors on précise les choses. Il y a la motion de censure transpartisane de la LIOT et puis la motion de censure du Rassemblement national. Donc la motion de censure de la LIOT qui regroupe la NUPES, qui regroupe les centristes de la LIOT et qui va sans doute regrouper un certain nombre de députés LR et également des députés Rassemblement national. On verra, Frédéric Aziza, mais c'est quoi le projet alternatif? Vous allez nous le dire. C'est à eux de le dire. Vous avez, dans les groupes que vous avez cités,
la France Insoumise qui propose le retour de la retraite à 60 ans en augmentant massivement les impôts des classes moyennes qui travaillent. C'est Donc ça le projet. c'est la NUPES et c'est LFI. Ça, c'est la NUPES. Ils disent on ramène la retraite à 60 ans et pour ça, on fait payer, on taxe massivement les Français qui travaillent de la classe moyenne. Vous avez le Rassemblement national qui dit on revient à la retraite à 60 ans pour certains, mais pas pour tout le monde, on ne sait pas comment on le finance, etc. Puis vous avez des centristes qui disent en permanence qu'il faut faire attention avec les déficits, avec les difficultés budgétaires et qui ne sont pas pour augmenter les impôts. Pour que cette motion soit adoptée, il faudrait que les députés LR, qui ont appelé à une réforme des retraites avec un recul de l'âge légal de départ, qui sont, je crois, contre l'augmentation des impôts, il faudrait qu'ils votent cette motion. Donc, je ne vois pas quel est le projet alternatif sur les retraites, ni quel serait le gouvernement alternatif qui associerait la France Insoumise, le Rassemblement National, la LIOT et peut-être quelques LR s'ils venaient à voter cette motion. Donc moi, je ne crois pas du tout que ça puisse prospérer. Donc si ces motions de censure sont rejetées, est-ce que ça vaudra... est-ce que ça aura valeur d'acceptation de la réforme des retraites, de validation de la réforme des retraites? Institutionnellement, ça veut dire que le texte est adopté. Mmh. Vous savez, le 49.3, c'est un outil constitutionnel qui permet de mettre chacun face à ses responsabilités. Le 49.3, et la motion de censure qui en découle, c'est le moment où chacun sort des postures, abat ses cartes. Et donc c'est vrai qu'on verra si les parlementaires considèrent qu'il y a une majorité alternative pour gouverner le pays, qui associerait la France Insoumise, le Rassemblement National, des LIOT et des LR. Sinon, il faudra considérer que la réforme des retraites est passée. Mais c'est constitutionnel. Ça veut dire que si la motion de censure est rejetée... Ça vaudra vote. Si la motion de censure est rejetée, le texte est considéré comme adopté. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça éteindra les questions qui se posent dans le pays, y compris d'ailleurs chez des parlementaires, chez des Français, la nécessité qu'on a de retisser ce lien et de travailler avec eux sur les textes à venir, notamment sur le travail? Évidemment non. Évidemment non. On va en reparler. Mais alors, ça nous renvoie à ce que vous disiez au début de cette émission. Pourquoi ne pas, puisqu'il y aura un vote demain dans le cadre des motions de censure, pourquoi ne pas avoir assumé le risque d'un vote quitte à perdre le 16 mars? Mais parce que les perdants, si ce texte avait été rejeté, ça n'aurait pas tant été le gouvernement que les 2 millions de retraités qui doivent voir leur retraite augmenter dans 6 mois, et surtout les retraités à venir dont le paiement de la pension de retraite n'aurait pas été garanti. Moi, je vais vous dire, ça serait plus simple pour nous, en termes de popularité, en termes de politique du moment, de ne pas faire cette réforme. Je vais vous le dire, c'est une évidence. Maintenant, et est-ce que vous dites aujourd'hui, en fait, on s'est trompé, mais pas du tout, il fallait pas lancer cette réforme? Moi, je pense que quand on est aux responsabilités et quand on a l'honneur, la chance d'être au gouvernement de son pays, c'est pour prendre des mesures qui vont dans le sens de l'intérêt supérieur du pays. Et que je suis absolument persuadé que si on ne faisait pas cette réforme, dans les années à venir, on se retrouvera face à un gros problème pour payer les pensions de retraite. Et à ce moment-là, s'il n'y a pas de réforme faite aujourd'hui, dans les années à venir, ça sera des mesures beaucoup plus brutales qui seront nécessaires, et notamment des augmentations massives d'impôts ou des baisses massives de pensions. Et je ne veux pas que dans les années à venir, si on se retrouvait dans cette situation, les Françaises et les Français concernés se retournent vers ceux qui étaient aux responsabilités, comme moi je le suis aujourd'hui, et qui nous disent « qu'avez-vous fait ou que n'avez-vous pas fait à l'époque où vous aviez encore le temps d'agir ?» D'ailleurs, puisque vous parlez des années à venir, aussi bien Marine Le Pen que Jean-Luc Mélenchon que les oppositions disent si on revient au pouvoir, on abrogera cette réforme. Vous y croyez ou pas? Je n'y crois pas. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, pour le financer, on a vu le début de leur proposition au Parlement, ce sera des augmentations massives d'impôts. Moi, je rappelle que la France Insoumise, la NUPES, ils ont proposé d'augmenter la CSG à partir de 1 600 € de pension de retraite. Ils ont proposé de surtaxer les heures supplémentaires. Je rappelle qu'il y a un Français sur 2 qui fait des heures supplémentaires, 2 ouvriers sur 3. Ils ont proposé de surtaxer l'intéressement et la participation. Il y a 6 millions de Français qui en bénéficient chaque année. Ils ont proposé de surtaxer, en réalité de mettre fin aux primes Macron. Il y a 4 500 000 Français qui ont bénéficié d'une prime Macron, 5,5 millions d'ailleurs l'an dernier. Ils ont proposé pour les artisans, les commerçants, les boulangers, les fleuristes, d'augmenter de 700 € le coût du recrutement d'un salarié chaque mois. Vous vous rendez compte? Donc je ne crois pas. Donc impossible de revenir en arrière. Et d'ailleurs, après 2027. Vous savez, quand vous regardez dans le passé, vous avez eu un certain nombre de réformes des retraites. Par exemple, la réforme des retraites de 2010, qui était portée par le gouvernement de François Fillon, qui décalait l'âge légal de départ. Le Parti socialiste s'est opposé de manière extrêmement forte à cette réforme. Ouais. J'étais tout jeune à l'époque, mais en tout cas, le Parti socialiste s'est opposé de manière extrêmement forte à cette réforme. Est-ce que 2 ans plus tard, quand il est arrivé aux responsabilités avec François Hollande au gouvernement, est-ce qu'ils ont annulé cette réforme contre laquelle ils se sont opposés? Non, parce qu'ils savaient
qu'ils savent que c'est une réforme qui a permis de préserver notre système de retraite. Moi, je pense qu'il en sera de même avec cette réforme. Sur la stratégie, quand vous entendez les oppositions, les syndicats, les manifestants dire que le 49.3 est un déni de démocratie, qu'est-ce que vous leur répondez? Le 49.3 est un outil constitutionnel. Et moi, je pense que notre Constitution, elle garantit la démocratie. Elle garantit le respect des institutions. En face du 49.3, il y a la possibilité de déposer une motion de censure. Un moment où chacun abat ses cartes, chacun sort des postures, est mis face à ses responsabilités et vote en conscience. La démocratie, c'est ça. Alors depuis jeudi, des manifestations violentes se multiplient dans tout le pays, notamment dans les grandes villes, Paris, Rennes, Marseille, ainsi de suite. Est-ce que le risque n'est pas celui d'un embrasement du pays? Est-ce que le 49.3 n'a pas mis le feu au pays? Encore une fois, moi je pense que dans les années à venir, sans réforme, il y aurait eu un feu dans le pays face à des millions de retraités à qui on aurait baissé la pension. C'est ça la réalité. Ou alors, En tout cas, aujourd'hui, des il y a millions un de feu. Français, Il y a le feu. ou alors des millions de Français qui travaillent, dont on aurait augmenté massivement les impôts. Donc moi, je regarde aussi ça. Et alors aujourd'hui? Ensuite, la réalité, c'est qu'on a une responsabilité aujourd'hui qui est d'entendre évidemment un malaise qu'il y a dans le pays autour de cette question du travail et des retraites, j'en parlais, mais plus globalement autour d'autres enjeux. Moi, par exemple, je suis très attentif à la situation, j'en parlais tout à l'heure, des classes moyennes. On va en parler de ça, mais sur le constat, sur ce qui se passe aujourd'hui, sur cette violence dans les manifestations, dans la contestation de la réforme Et des la retraites. violence, évidemment, je la condamne et j'espère que tous les responsables politiques la condamnent. Je n'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais en tout cas, je pense qu'on doit tous la condamner. Éric Ciotti, sa Parce que permanence a été caillassée. Évidemment, moi, je condamne ce type d'action, mais on devrait tous les condamner. Tous les politiques devraient les condamner. Moi, je ne confonds pas la violence de certains et d'une minorité avec l'opposition républicaine qui est exprimée par des organisations syndicales. Et moi, je veux quand même constater que ces derniers mois, on a vu quand même que les organisations syndicales avaient mené une opposition, une contestation qui s'est faite dans le respect des lois de la République et dans le respect de l'ordre public. Je veux le saluer. Ensuite, vous avez une minorité qui cherche à installer la violence, qui se saisit de situations de tension et de malaise comme celle qu'on vit aujourd'hui pour installer la violence dans le pays. Et évidemment, ça doit être condamné et dénoncé. Alors justement, vous parlez d'une minorité qui cherche à imposer la violence. Je vais vous citer Jean-Luc Mélenchon le 11 mars. Nous allons trouver une porte de sortie par la force. Et ce jeudi, il encourage les mobilisations spontanées dans tout le pays. Est-ce qu'il a une part de responsabilité dans cette violence que l'on constate dans les manifestations? Est-ce qu'il met de l'huile sur le feu? Est-ce qu'il embrasse le pays, Jean-Luc Mélenchon? Mais vous savez, Jean-Luc Mélenchon et plus globalement la France insoumise ont toujours cherché à ajouter de la crise à la crise. Ils ont toujours participé aussi à la délégitimation de nos institutions. Quand vous avez, dès le début d'un texte et d'une réforme, un groupe politique qui cherche, un, à bloquer les débats dans l'hémicycle, et deux, à dire que le débat il doit se faire dans la rue et que la contestation elle doit se faire dans la rue, vous participez à délégitimer les institutions de la République. Et vous, donc, vous êtes à l'origine de la violence que l'on peut constater dans le pays ou pas? Pardon? Vous êtes à l'origine, je parle de Jean-Luc Mélenchon de LFI, pas vous. Donc ils sont à l'origine de la violence qu'on constate dans le pays. En tout cas, ils soufflent sur les braises en permanence. On le sait très bien, mais on l'a vu dans d'autres moments difficiles qu'a traversé notre pays. Au moment de la crise des Gilets jaunes, au moment d'autres crises, au moment de la crise du Covid. Il a cherché aussi à l'époque à souffler sur les braises. Jean-Luc Mélenchon. Oui, à créer du ressentiment, à mettre en doute, y compris des solutions qui étaient proposées avec le vaccin, pour chercher, encore une fois, à ajouter de la crise à la crise. C'est pas nouveau. LFI, le parti du chaos, le parti de la chienlit? C'est en tout cas un parti qui veut ajouter de la crise à la crise, du chaos au chaos. Moi, c'est évidemment pas mon souhait. Et sur quoi ça peut déboucher? Je pense que les Français, dans leur majorité, ne souhaitent pas qu'on ajoute de la crise à la crise, du chaos au chaos, y compris ceux qui sont en désaccord avec la réforme des retraites. Encore une fois, moi je considère que vous avez des Français qui sont évidemment en désaccord avec cette réforme et qui ne souhaitent pas ajouter de la crise à la crise. Et qui ne souhaitent pas non plus qu'on aille à l'encontre d'un mouvement, notamment économique, qui est quand même bon pour notre pays. On a aujourd'hui le taux de chômage le plus bas depuis 15 ans. Enfin, on recrée des emplois industriels dans notre pays. Vous avez des usines qui rouvrent. L'an dernier, vous avez 80 usines qui ont ouvert en net en France. Vous avez 40 000 emplois industriels qui ont été créés. On est redevenu le pays le plus attractif en Europe pour les investissements étrangers. Donc, il faut aussi regarder ce qui se passe, ça peut contrarier tous ces résultats dont je vous pense parlez. Que politiquement, certains comme la France insoumise qui souhaitent souffler sur les braises et ajouter de la crise à la crise, ils souhaitent évidemment aller contre ces résultats positifs, dont ils se disent que ça ne les sert pas politiquement. Ça veut dire qu'ils jouent contre l'intérêt de la France, contre l'intérêt des Français? En tout cas, ils font passer leur intérêt politique avant l'intérêt général. Et ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été le cas chez eux. Et vous dites la France insoumise, vous dites pas le Parti socialiste?
Vous ne dites pas l'ensemble de la NUPES aussi. Non, mais vous avez raison. Enfin, je pense qu'il y a une forme de solidarité de leur part, puisqu'ils ne le dénoncent pas. On a vu qu'ils ont pu dénoncer un certain nombre de choses, notamment pendant l'examen de la réforme, quand il y a eu des députés qui ont insulté mon collègue Olivier Dussopt ou qui ont simulé qui ont mis sa tête sur un ballon, etc. On a vu des députés socialistes qui allaient à l'encontre. Quand vous avez des déclarations qui appellent à ces violences et que vous n'avez pas d'autres déclarations qui s'en désolidarisent, c'est que par définition vous êtes solidaire. Alors il faut le dire. Quand vous dites que vous avez des déclarations qui appellent à ces violences, c'est des déclarations de Mélenchon. Oui, Jean-Luc Mélenchon qui appelle à des... alors, c'est toujours assez ambigu chez lui. Il appelle à des... je crois que c'est la mobilisation spontanée, le terme qu'il a employé. Vous croyez que ce sont vraiment des mobilisations spontanées ou derrière, il y a la main de la France Insoumise? Encore une fois, il y a des Français qui sont en désaccord avec cette réforme, qui souhaitent s'opposer à cette réforme, y compris en manifestant, et je le respecte, c'est leur droit le plus absolu. Ensuite, vous avez certains, notamment la France Insoumise, qui cherchent à souffler sur les braises et à ce qu'il y ait des moments de crise dans notre pays. Concrètement, il y a une grève qui perturbe la vie notamment des Parisiens, la grève des éboueurs. Comment en sortir? Est-ce qu'il faut instaurer un service minimum donc dans les services de propreté, notamment la mairie de Paris? Est-ce qu'il faudrait privatiser l'ensemble du service de propreté de la mairie de Paris? Alors moi, je n'ai pas à me positionner sur ce débat-là. Moi, simplement, je soutiens la décision qui a été prise par la préfecture de police de Paris de procéder à des réquisitions. Là aussi, je suis respectueux des oppositions à cette réforme et du mouvement de grève des éboueurs. C'est un métier pénible, éboueurs. Je pense qu'on a donné des garanties dans le texte, puisque ils ont souvent commencé à travailler jeunes, donc ils pourront partir tôt. Il y a une prise en compte de la pénibilité. Mais 2 ans plus tard que ce qu'ils avaient la possibilité de faire jusqu'à présent. Ça dépend de l'âge auquel ils ont commencé à travailler. S'ils ont commencé à travailler à 16 ans, ils partent à 60 ans. Mais on prend aussi en compte la pénibilité. Donc moi, je respecte quand même qu'il y a un mouvement. Maintenant, quand on voit la situation dans laquelle on arrive, on voit que c'est un enjeu de salubrité publique et même de sécurité. Et donc, je soutiens la décision de la préfecture de police de réquisitionner. Est-ce qu'on redoute au gouvernement que les épreuves du bac, donc qui commencent demain lundi, soient perturbées? Que les lycéens soient empêchés de passer leurs examens? Moi, je crois qu'une immense majorité des enseignants souhaitent la réussite de leurs élèves. Et la réussite de leurs élèves, elle passe par les épreuves du baccalauréat. Et donc, je pense que ces épreuves pourront se tenir, évidemment, au bénéfice de nos élèves. Mais est-ce qu'il y a une crainte au gouvernement quant à l'organisation, le déroulement de ces épreuves? J'ai vu qu'il y avait des déclarations, certains appellent à perturber l'organisation des épreuves. Ouais. On avait vu à l'occasion d'autres mouvements dans le passé, un passé pas si lointain, qui avait déjà des appels à perturber des organisations d'épreuves du bac qui finalement s'étaient déroulées dans de bonnes conditions. Donc moi, je crois que les épreuves pourront se dérouler. Une question au passage. Quand vous constatez que le rappeur Médine, un compagnon de route des islamistes et des antisémites, est cette semaine en une de l'hebdomadaire politiste proche de la France Insoumise pour incarner l'opposition à la réforme des retraites, qu'est-ce que ça vous inspire? Il n'est pas surprenant de voir que la France Insoumise et un certain nombre d'organes de presse dont on sait qu'ils ont une forme de proximité avec un certain nombre de réseaux, parfois proches des islamistes, proches des islamistes. On les avait vus participer à la manifestation du CCIF notamment. On les avait vus prendre un certain nombre de positions sur des associations comme Baraka City, qu'on a dissoute, etc. Donc c'est pas surprenant de voir qu'il y a finalement ce rapprochement entre eux. Évidemment, moi je le dénonce, c'est pas ma gauche, c'est pas la gauche dans laquelle je me suis engagé avant de rejoindre Emmanuel Macron. Pourquoi vous considérez toujours comme étant de gauche aujourd'hui? Je me suis engagé au Parti Socialiste avant de rejoindre Emmanuel Macron, mais je considère aussi qu'on doit pouvoir travailler avec des personnes issues d'horizons politiques différents au service du pays. Vous parliez tout à l'heure de LR. Est-ce que vous considérez que vous êtes fait le rouler dans la farine par LR? Est-ce que LR, c'est un parti éclaté façon puzzle? Est-ce que cette séquence met fin à LR comme parti de gouvernement? Non, d'abord, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de raison de douter de la sincérité d'Éric Ciotti, d'Olivier Marleix et de Bruno Retailleau quand ils nous ont dit qu'ils donneraient une majorité à cette réforme des retraites, avec un vote de leur groupe. Je pense qu'ils étaient sincères quand ils l'ont dit, parce que d'abord, ils se sont engagés sur ce sujet-là il y a encore quelques mois à l'occasion de l'élection présidentielle et des législatives, parce qu'ils savent que c'est la bonne réforme pour notre système de retraite. Maintenant, vous avez manifestement dans le groupe LR des députés qui ont fait le choix de ne pas suivre, y compris des députés
je pense à Aurélien Pradier ou Paul-Henri Dumont, qui avait annoncé il y a encore quelques semaines ou quelques mois, ils avaient pris des positions sur Twitter ou dans des médias, qu'il fallait reculer l'âge légal de départ à 64 ans. Voilà, c'est un fait. Et donc LR toujours partie du gouvernement, c'est ce qui a conduit à l'utilisation du 49.3. LR toujours partie du gouvernement. Vous avez des personnes et des personnalités au sein des LR qui sont dans un état d'esprit non seulement constructif, mais qui cherchent l'intérêt général du pays avant leur intérêt politique personnel. Et parce que la question vous en avez d'autres, manifestement, qui font passer leur intérêt politique personnel avant l'intérêt du pays. Parce que la question qu'on se pose, que certains se posent, c'est pourquoi avoir choisi de négocier avec LR plutôt qu'avec Laurent Berger? Mais vous avez les LR s'étaient engagés pour une réforme des retraites qui contient un recul de l'âge légal de départ, là où la CFDT et Laurent Berger, dès le tout début des discussions sur la réforme des retraites, ont dit qu'ils s'opposeraient à toute mesure conduisant à travailler davantage. Il y a une vraie ligne d'opposition entre les syndicats, y compris la CFDT, et nous, c'est que eux plaident pour une augmentation des cotisations ou des impôts plutôt qu'un recul de l'âge légal de départ. Ça, c'est difficilement réconciliable comme opposition. Alors justement, Laurent Berger, il continue pourtant à demander le retrait de la réforme. Vous lui répondez quoi? Et ça, à quelques jours de la 9e journée de mobilisation, ça sera jeudi prochain. Moi, j'ai pas de commentaires à faire sur son opposition à la réforme. Et vous dites elle sera jamais retirée, cette réforme? Mais dès lors que la motion de censure ou les motions de censure seront rejetées demain, si elles sont rejetées, ça entraîne l'adoption de la réforme par le Parlement. Et moi, je le redis, cette réforme, elle est nécessaire pour le pays. Elle est nécessaire pour le pays pour être capable, dans les années à venir, de continuer à payer bientôt 20 millions de pensions de retraite. Et vous dites aussi, donc, le rejet de la motion d'émotion de censure de demain, ça doit marquer la fin de cette séquence de contestation de la réforme? Moi, encore une fois, je suis respectueux des opinions de chacun, et y compris des mobilisations. J'ai pas, moi, à décréter la fin d'une mobilisation ou d'une contestation. Je suis membre du gouvernement. Vous avez des syndicats qui décident s'ils souhaitent se mobiliser ou pas. Je dis simplement deux choses. Mais est-ce que la logique, ça serait que ça s'arrête? Je dis simplement deux choses. Ouais. Si vous souhaitez continuer à vous mobiliser, faites-le en respectant les règles de la République et l'ordre public et en garantissant que vos militants, vos adhérents le feront aussi. Et deuxième chose, faites-le en entravant le moins possible les Français qui travaillent, qui se lèvent le matin pour aller travailler, parce que la réalité, c'est que quand vous avez des blocages, c'est toujours les Français les plus modestes, les plus fragiles qui en pâtissent. Ceux qui sont cadres, ou les cols blancs comme on dit, ils ont la possibilité en général de télétravailler, ou alors ils habitent suffisamment proche de leur travail pour pouvoir y aller à pied ou à vélo. Ceux qui prennent le RER le matin pour aller travailler, qui prennent leur métro ou leur voiture, en général, c'est ceux qui ont les emplois les moins rémunérés, et c'est eux qui sont victimes quand il y a des grèves ou quand il y a des perturbations. Donc quand on vous entend parler ainsi, on se dit que vous ne croyez pas que le mouvement va s'arrêter la semaine prochaine? Non, ce que je dis, c'est que je suis respectueux des organisations syndicales et de ce qu'elles disent. Maintenant, si les motions de censure sont rejetées demain, cela signifie institutionnellement l'adoption du texte par le Parlement. Et nous considérons que ce texte, il est nécessaire et utile pour le pays. En tout cas, la question qui est désormais posée, c'est de savoir si Emmanuel Macron va pouvoir tenir jusqu'à la fin de son quinquennat. Est-ce qu'il n'est pas face à une impasse, le président de la République? Mais j'ai entendu dans le précédent quinquennat, à plusieurs reprises, moments de crise ou de moments difficiles qu'on a vécu dans notre pays, cette question qui était posée par des journalistes. Non seulement il a été en mesure d'agir jusqu'à la fin de son quinquennat, mais il a même été réélu. Avec une différence, cette fois-ci, il ne pourra pas se représenter. D'accord, mais je veux dire, en tout cas, il est président pour 5 ans, évidemment qu'il va continuer à agir. On a des enjeux absolument majeurs sur lesquels on veut continuer à avancer dans les mois à venir. Le 49.3, ça ne stoppe pas son quinquennat net? Non, je ne crois pas du tout. Encore une fois, il a été utilisé 100 fois dans l'histoire de notre pays, dont je crois 28 fois par Michel Rocard. Est-ce qu'on considère que le mandat de Michel Rocard à Matignon a été stoppé par ça? Ou est-ce qu'aujourd'hui, on se retourne vers l'époque où Michel Rocard était Premier ministre en se disant qu'à l'époque, il n'a rien fait ou que c'était un autocrate? Non, je ne crois pas. Alors, les Français ont élu un Parlement avec une majorité relative. Une majorité relative ou une minorité tout court? Une majorité relative, c'est comme ça que ça s'appelle institutionnellement, qui nous conduit sur les textes à aller chercher des majorités avec des groupes de l'opposition. Parfois c'est possible, on l'a vu sur l'assurance chômage, on l'a vu sur les énergies renouvelables, on le verra je pense sur le nucléaire, on l'a vu sur la loi sur le ministère de l'Intérieur. Parfois ça n'est pas possible et dans ces cas-là, vous faites usage du 49.3. Une fois par an?
En dehors des textes, textes financiers, oui. une fois par an. Oui, mais on a vu que sur d'autres textes, réforme de l'assurance chômage, elle est passée avec les voix des LR. Les énergies renouvelables, elle est passée avec les voix de la gauche. Le PLFR, le budget rectificatif que j'ai présenté il y a quelques mois, il a été adopté grâce à l'abstention des LR et du Parti socialiste. Donc on voit qu'on arrive sur différents textes à trouver des majorités. Il y a des moments où c'est pas possible, et à ce moment-là, il y a le 49.3 qui existe, et la possibilité pour le Parlement, s'il le souhaite, de renverser le gouvernement. Parce que la question qu'on se pose aussi, c'est si cette séquence des retraites ne marque pas aussi l'échec de la méthode Borne, dans la mesure où elle a échoué à trouver un accord aussi bien avec les syndicats qu'avec LR, comment elle peut désormais durer, comment peut-elle agir avec son gouvernement et donc avec vous qui êtes son ministre des Comptes publics? Mais Elisabeth Borne, elle a trouvé un accord avec le parti LR, puisque le président du parti et le président du groupe ont annoncé que le parti et le groupe soutenaient le texte. Mais qu'elle n'a pas pu imposer dans le vote. D'ailleurs, le texte a été adopté au Sénat avec le groupe LR, la majorité sénatoriale, qui l'a voté. Ensuite, que vous ayez au sein de LR des députés qui ne suivent pas l'accord qui a été trouvé par leur président de groupe, ça dépend moins du gouvernement que du groupe LR et du parti LR. Ensuite, elle a fait un choix qui est courageux, engager la responsabilité de son gouvernement sur un texte via le 49.3. Oui, c'est un choix courageux. Elle a porté cette réforme. Évidemment, moi, je souhaite qu'elle puisse continuer. Et vous en êtes certain qu'elle pourra continuer, qu'elle va pouvoir continuer? Je n'ai pas de raison de me dire que ça ne serait pas le cas, évidemment. Encore une fois, elle est engagée sur beaucoup d'autres enjeux. J'étais en réunion avec elle vendredi pendant près de 2 heures avec des collègues sur la question du plan sur l'eau qu'on présentera dans les semaines et les mois qui viennent. Elle est très engagée sur la question de la planification écologique. On a des enjeux majeurs qui arrivent sur l'école, sur la santé. Évidemment, il faut qu'on puisse continuer à agir. Comment va-t-elle pouvoir obtenir des accords pour les prochains projets de loi, notamment celui sur l'immigration? Est-ce que vous pensez que là, LR pourra voter avec vous? Mais on a vu, à l'automne dernier, on a utilisé le 49.3 sur le budget. Ça ne nous a pas empêché, sur des textes qui sont arrivés derrière, d'avoir des accords. Donc, encore une fois, c'est texte par texte qu'on doit aller chercher une majorité. C'est pas nouveau, on le sait depuis les élections législatives, puisque c'est le Parlement que les Français ont élu. Donc depuis les dernières élections législatives, on sait que c'est ainsi qu'on va devoir avancer. On revient sur Emmanuel Macron. A-t-il encore les moyens de reprendre la main, de rebondir? Ça passe par quoi? Par un remaniement d'ampleur ou par de nouvelles réformes? Non, mais moi je pense que l'enjeu pour nous dans les semaines et les mois qui viennent, c'est d'agir au service de ce qu'attendent les Français aujourd'hui. Alors précisément, ça veut dire quoi? Moi je pense qu'il y a la classe moyenne qui travaille et qui a le sentiment de travailler pour financer un modèle dont elle ne bénéficie pas suffisamment. Donc ça veut dire comment? Je travaille à des mesures que je présenterai à la Première ministre et au Président dans les semaines et les mois qui viennent. Dans quel domaine précis? Ça veut dire quoi? Non, mais je fais la liste. Ensuite, ça veut dire quoi? Ça veut dire les services publics. Vous avez aujourd'hui une attente extrêmement forte qui rejoint celle que j'évoquais il y a un instant d'ailleurs, notamment les classes moyennes. Vous avez des classes moyennes, des familles qui s'interrogent sur le fait de laisser leur enfant à l'école publique ou pas, ou de le mettre dans une école privée, parce qu'il y a des enjeux majeurs sur la question des remplacements, sur la question du suivi individualisé. On met énormément de budget sur l'éducation cette année. Je travaille avec Pape Ndiaye à ce qu'on ait des mesures qui permettent, dès les mois prochains et dès la rentrée prochaine, un vrai changement dans la vie quotidienne des familles. On a des profs absolument remarquables à l'éducation nationale. Il faut évidemment les soutenir. Il faut prendre des mesures qui permettent de garantir que quand un professeur malheureusement doit être absent, il est remplacé. Garantir qu'il y a plus de suivi individualisé pour les élèves. On met des moyens supplémentaires. Je pense que là, c'est un enjeu extrêmement concret pour beaucoup de familles dans notre pays. Mais concrètement, justement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? On a des revalorisations salariales qui vont intervenir. Mon collègue Pape Ndiaye discute en ce moment avec les organisations syndicales. Vous avez ce qu'on appelle une revalorisation socle, dont bénéficieront tous les enseignants à des niveaux différents qui sont en train d'être discutés. L'enjeu, c'est qu'il n'y ait plus un seul enseignant qui démarre en dessous de 2 000 € net par mois et que notamment sur le début de carrière et le milieu de carrière, il y ait des revalorisations très importantes. C'est ce qui avait été annoncé par Emmanuel Macron il y a 2 ans. Pendant la campagne présidentielle, ça a été annoncé. Et ensuite, vous avez un deuxième paquet de revalorisation, cette fois-ci qui passeront par des primes, pour des enseignants qui s'engageront dans un certain nombre de missions supplémentaires, qui sont en train d'être discutées par mon collègue Pape Ndiaye avec eux. Et dans ces missions, il y a notamment le fait d'assumer des remplacements pour des collègues dans son établissement qui sont absents, pouvoir prendre la classe, etc., ce qui changera concrètement la vie des familles.
Donc la vie des Français aussi en matière, qu'est-ce que vous allez faire en matière d'écologie, de santé, de sécurité et éventuellement d'immigration? Là, c'est un discours de politique générale. C'est Euh, des questions que se posent éventuellement les Français aujourd'hui. oui, bien sûr, mais vous savez qu'on a un agenda de réforme qui est engagé. Là, je viens de vous donner pour la question de l'école, sur la question de la santé aussi. Mon collègue François Braun, il travaille avec l'ensemble des parties prenantes partout sur le terrain. Et puis, vous avez ensuite la question des classes moyennes que j'évoquais il y a un instant. Je souhaite qu'on continue à agir. Pour ma part, je travaille et je présenterai dans les prochaines semaines un plan de lutte contre les fraudes, la fraude fiscale, la fraude sociale, la fraude douanière, parce que je pense qu'on doit être extrêmement attentif et ferme sur ce sujet. Donc fraude fiscale, on sait ce que c'est, on sait ce que vous proposez, on sait quels ont été les résultats, notamment l'année dernière. Hein, il y a eu, je sais pas, l'année dernière, il y a eu peut-être plus de 14 milliards d'euros de fraude mise en recouvrement. Donc fraude C'est sociale, un record. fraude sociale. La fraude sociale, c'est plusieurs choses. C'est la fraude aux cotisations sociales, le travail non déclaré par des entreprises ou des micro-entrepreneurs. Et c'est ensuite la fraude aux prestations sociales. Vous pouvez avoir des réseaux qui captent la solidarité nationale. Je vous donne un exemple. L'an dernier, on a démantelé un réseau de faux RIB lituaniens qui ont capté plusieurs dizaines de millions d'euros de minimum vieillesse. Donc, c'est des réseaux lituaniens qui ont mis en place des RIB à la place de RIB de Français et de personnes âgées qui recevaient le minimum vieillesse et qui ont capté le minimum vieillesse de ces Français sur des comptes bancaires. On a démantelé ce réseau-là. La lutte contre la fraude sociale, elle peut rapporter combien? Puisque LR dit des milliards et des milliards. Est-ce que c'est le cas ou pas? En fait, et le Rassemblement national d'abord, aussi. la question de l'évaluation est centrale. C'est-à-dire que si on savait exactement combien il y avait de fraude à les récupérer, on saurait où elle est et donc on irait la récupérer. Vous avez ensuite des estimations qui dépendent des caisses de sécurité sociale. Je vous donne un exemple sur la Caisse nationale des allocations familiales qui verse les allocations familiales, les APL et autres. Il y a une estimation à 2,8 milliards de fraude ou d'indus par an. Aujourd'hui, on en recouvre autour de 400 millions. Donc il y a de la marge. On peut aller plus loin et c'est pour ça que je travaille à des mesures. Alors, donc, et sur la santé, qu'est-ce que vous pouvez faire? Sur la santé, on voit que l'enjeu majeur, c'est celui des déserts médicaux, qui a aujourd'hui une difficulté, c'est qu'on n'a pas assez de médecins. C'est pour ça qu'on a réformé et supprimé le numerus clausus en 2018. Ça va prendre quelques années avant qu'on en voit les effets, puisque les jusqu'à 10 ans, médecins supplémentaires sont encore en formation aujourd'hui, mais enfin, dans quelques années, on verra beaucoup plus de médecins arriver sur le terrain. Et dans l'intervalle, on doit être capable de prendre des mesures pour garantir l'accès aux soins des Français. On a notamment fixé un objectif, c'est que d'ici à la fin de l'année, les Français qui n'ont pas de médecin traitant, il y en a plusieurs millions, puissent accéder à une équipe traitante ou un professionnel traitant en s'organisant au niveau territorial. Alors pour sortir de la crise, c'est la France insoumise, Mélenchon et ses amis qui disent il faut retourner aux urnes. Est-ce qu'une dissolution est envisageable? Je ne crois pas. Je ne crois pas que ce soit ni nécessaire ni souhaitable. Pourquoi? Parce que Emmanuel Macron l'avait évoqué, cette possibilité d'une dissolution. Je ne l'ai pas entendu l'évoquer publiquement. Dans une réunion à l'Élysée avec des ministres. En fait, vous avez un Parlement qui a été élu avec une majorité relative. Est-ce que ça empêche d'agir au service des Français? Je ne crois pas. On a des budgets qui ont été adoptés par 49.3 et on a des réformes qui ont été votées avec des majorités différentes. La réforme de l'assurance chômage avec les LR, la réforme du renouvelable avec la gauche. Moi, je pense qu'on peut continuer à avancer comme ça. Donc pas de dissolution? Je ne vois pas en quoi c'est nécessaire et utile pour le pays aujourd'hui. Mais c'est envisageable ou pas, ou c'est totalement exclu? Par définition, je veux dire, c'est un outil qui est à la main du président, mais je vous dis, je ne vois pas en quoi c'est nécessaire et utile pour le pays aujourd'hui. Certains disent aussi, peut-être qu'un jour Emmanuel Macron va dire je dis au revoir aux Français et je démissionne. Non, mais... De Gaulle 69. Non, je n'y crois pas du tout. Non. J'y crois pas du tout parce que le président de la République, il est là pour garantir d'abord l'équilibre de nos institutions et pour agir au service des Français. Et dans le moment de crise qu'on connaît aujourd'hui, avec une crise géopolitique majeure, la guerre en Ukraine, une crise économique avec l'inflation, des très grandes difficultés que traverse le monde, je n'imagine pas le président de la République évidemment se dérober face au mandat que lui ont confié les Français. Alors il y a aussi les conséquences politiques au sein même de la majorité. Qu'est-ce qui se passe entre Horizon, le parti d'Édouard Philippe, et Renaissance? Édouard Philippe d'ailleurs qui était en Inde toute cette semaine au moment où il était question du débat sur la réforme des retraites et sur le 49.3 et le reste. Il y a une crise entre Renaissance et d'ailleurs, vous savez, et jeudi, Horizon. on a eu plusieurs réunions
à l'Élysée. Édouard Philippe y participait par téléphone depuis l'Inde. Un voyage en Inde, ça se prévoit assez longtemps en avance. Voilà, j'imagine que il était en Inde au moment où était discutée la question du 49.3. On ne pouvait pas anticiper que. En tout cas, on savait qu'il y aurait un débat et un vote. Mais voilà, on a des partis et des groupes dans la majorité, Renaissance, le MoDem, Horizon, qui font bloc, qui sont unis. Il peut parfois y avoir un peu des débats, bien sûr. C'est pas la guerre en Macronie? Je crois pas du tout. Et parfois, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir, ça peut frotter, voilà. Ben, ça arrive, c'est la vie parlementaire et c'est singulièrement la vie d'une majorité. Vous dites ça peut frotter, voilà. Est-ce que ça frotte peut-être parce que c'est la succession d'Elisabeth Borne qui est en jeu? Peut-être que Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin se disent pourquoi pas moi à sa place? Je crois pas. Vraiment, notre pays connaît des difficultés parce que le monde traverse des difficultés et je pense qu'on est tous conscients que la question des destins personnels ne se pose pas à un moment où c'est la question du destin du pays qui est en jeu. Voilà. Et je peux vous dire que, d'abord depuis des mois ou des années que je suis au gouvernement, mais singulièrement ces derniers jours, où j'ai participé à des réunions dans des moments difficiles, au moment où on devait décider ou pas d'utiliser le 49.3, j'ai quand même vu un gouvernement qui était uni derrière le président et sa première ministre. Est-ce que tout ce qui se passe n'est pas tout bénéfice pour Marine Le Pen? Marine Le Pen, elle a une stratégie qui est de se taire pour engranger. Voilà, maintenant, je pense que les Français ne sont pas dupes. Ils voient bien que se taire, se cacher, ne rien dire, c'est quand même fuir ses responsabilités. Et que quand on voit ce que traverse le monde, les crises qui se multiplient à l'international, on n'a plutôt pas envie d'avoir à la tête de l'État quelqu'un qui se cache pour ses responsabilités. Et pourtant, aujourd'hui, elle fait figure de favorite pour 2027. Oui, mais ça, vous savez, une élection, c'est au moment où les Français sont amenés à voter. Mais ce qui est certain, c'est que elle a cherché, ça a été une forme de grande muette dans ce débat, elle a cherché à fuir ses responsabilités. Ils ont dit des choses différentes sur les plateaux de télévision et dans l'hémicycle. Je donne un exemple. Jordan Bardella, sur les plateaux de télévision, disait « On est favorable à la suppression des régimes spéciaux ». Et dans l'hémicycle, ils ont voté avec la France Insoumise contre la suppression des régimes spéciaux. Voilà, c'est toujours ça, des doubles discours, une absence de clarté. Mais je ne pense pas qu'à la fin, c'est ce que les Français récompensent. Cette semaine a marqué aussi le retour d'Éric Zemmour à travers un livre. Et dans ce livre, il raconte que Mélenchon l'a appelé à plusieurs reprises pendant la campagne présidentielle pour lui donner des conseils. Qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça vous étonne? Enfin, je sais pas. Et bon, moi, je suis pas spécialement confiance dans ce que dit Éric Zemmour. Je veux dire, c'est à Jean-Luc Mélenchon de répondre à cette question. Mais si c'était le cas, qu'est-ce que ça voudrait dire? Il a écrit, il l'a redit publiquement samedi soir chez La Salamé. C'est son choix. Je veux dire, voilà, maintenant, ça voudrait dire qu'il y a une forme un peu de théâtre entre les deux, quoi. Parce que pendant la présidentielle, on a vu à certains moments qu'il y avait des oppositions qui étaient un peu scénarisées, probablement. Mais encore une fois, après, moi, j'ai pas vraiment à faire de commentaires sur ce qui est rapporté dans un livre, encore plus d'Éric Zemmour. Et il dit aussi qu'il a été victime d'antisémitisme de la part de l'équipe de Marine Le Pen. Vous y croyez? C'est à lui de dire les choses. Je dis. Mais c'est à lui d'étayer et de dire ce qu'il a ressenti. Je pense qu'il a tenu lui-même des propos qui étaient quand même plus que limites. Donc vous pensez à ses propos sur Pétain? Oui, bien sûr. Voilà, donc bon, je trouve assez curieux, mais je cherche pas non plus à excuser ce qui aurait pu être fait, etc. Mais enfin, je veux dire, avant de s'afficher soi-même comme une victime, je pense qu'il faut balayer devant sa porte. Dernière question, ça vous concerne personnellement. Est-ce que c'est vrai que vous avez envie d'être candidat à la mairie de Paris en 2026? Je prépare pas du tout de candidature aujourd'hui. Là, on a un moment de crise avec l'inflation, avec la guerre en Ukraine, de difficultés politiques aujourd'hui avec les retraites. Moi, je pense que s'interroger sur son avenir personnel et sur ce qu'on a envie de faire dans 3 ans, je crois, je pense pas que ça soit à l'ordre du jour. Vous n'y pensez pas? Même pas en vous rasant? Non, je suis concentré sur mes fonctions de ministre du budget et je pense que c'est ce qu'attendent les gens. Et l'inflation, ça vous préoccupe? Oui, parce que on voit qu'on a un niveau d'inflation en France qui est moins important que celui de nos voisins européens, mais je pense que ce qui est difficile pour les Français, c'est le fait que ça dure. Moi, quand je parle avec les gens, ils me disent on voit pas le bout du tunnel.
Quand est-ce que ça s'arrête? Quand est-ce que on passe le pic de l'inflation? Et on Quand nous est-ce dit, que vous ça nous baisse? dites, Bruno Le Maire dit, ça sera, Moi, ça va décroître à partir moi, de je me la, suis de jamais. l'année Enfin voilà, moi je 2023. fais toujours attention. Je fais Ouais. pas de politique avec une boule de cristal. Mmh. Ce que je dis, c'est qu'on fait de la politique avec une boussole et que la boussole, c'est de continuer à protéger les Français. Ça veut dire que ça peut être pire, l'inflation, dans les mois qui viennent? Non, enfin, je crois pas. Et d'ailleurs, on voit que sur les prix de l'énergie, notamment sur les cours mondiaux de l'énergie, ça a commencé à baisser. Donc, il y a des raisons d'espérer que le bout du tunnel arrivera dans le courant de cette année. Maintenant, il faut qu'on continue à travailler pour ça. Merci en tout cas, Gabriel Attal, d'avoir répondu à notre Merci. invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J et à dimanche prochain. Merci.